Et merci de cette invitation à venir vous parler, puisque je vais parler au nom de la science d'État, mais je vais essayer de vous expliquer que je ne suis pas instrumentalisé, ou alors que si je l'ai été, c'est vraiment sans les techniques les plus classiques du lobbying. Je suis donc universitaire, chercheur au CNRS, et depuis 20 ans, je travaille sur ce qu'on n'appelait pas les lobbies, puisque j'ai commencé par travailler sur les fédérations professionnelles du secteur des transports, à une époque donc où le mot, et puisque les mots sont importants, le mot lobby n'était pas encore présent dans la langue française. Les étudiants que j'avais ne savaient même pas ce que ça signifiait, et j'étais un lecteur assidu des travaux américains qui l'utilisaient, mais je ne l'utilisais pas en français. J'ai travaillé après sur l'Europe, Bruxelles, et puis en 2012, ma vie a changé grâce à une délégation au CNRS, et j'ai dirigé une équipe qui a travaillé pendant les présidentielles sur ce que les QG de campagne recevaient comme demande de la société civile, ce qui a donné un premier ouvrage en 2016 qui s'appelle le lobbying électoral. Et là, ma vie a définitivement changé le 28 août, quand Nicolas Hulot a prononcé sur France Inter l'explication de sa démission. Mon téléphone s'est mis à sonner 2 minutes après, parce que j'ai publié un ouvrage en janvier qui s'appelle Le lobbying en France, et je suis devenu, pour les journalistes, une des ressources permettant d'avoir un peu une montée en généralité. Alors je ne vais pas vous faire toute la montée en généralité, mais je vais essayer de vous amener à réfléchir sur la longue durée, parce que le système que vous décrivez ne date pas d'hier, ce n'est pas en termes de décennies qu'il faut parler, c'est en termes de système républicain. Parce que, je dirais, la première conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que je ne connais pas de loi pure qui soit le pur produit de la spéculation intellectuelle des parlementaires depuis 1848. Cette thèse de l'Immaculée Conception n'a aucune place dans le système républicain. Et là, il faut vraiment revenir sur nos illusions qui sont produites intellectuellement par le travail des juristes et de l'explication de ce que c'est que la loi. Quand on en fait la glose en termes juridiques, on ne comprend pas toute la bataille que vous décrivez. Et nous sommes maintenant dans une étape où on peut non pas se débarrasser du droit, c'est une glose toujours très très importante, mais il faut bien comprendre qu'en amont, pendant et après se joue énormément de négociations, de marchandages, de mise en forme, qui peuvent prendre des formes parfaitement supportables et légitimes, et, comme vous l'avez décrit, des formes parfaitement insupportables, illégitimes, voire illégales pour certaines d'entre elles. Alors, dans ces causes profondes, je vais essayer d'insister sur les continuités et puis après ça de saisir quand même qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le contexte qu'on connaît depuis le XXIe siècle. Qu'est-ce qui a entraîné le système républicain à associer à l'écriture de la loi énormément d'acteurs? En premier lieu, historiquement, les hauts fonctionnaires, les avocats notamment, qui ont été les premiers coproducteurs de la loi, aux fonctionnaires, du fait d'un phénomène très classique qui est le phénomène du pantouflage, ou, avant que ce mot ne soit utilisé, de cette frontière toujours un peu mouvante entre intérêt public et intérêt privé. Les lois sur le système ferroviaire en sont un exemple. La loi sur le raffinage du pétrole dans le début du XXe siècle en est un autre, avec l'arrivée du corps des ponts. J'ai travaillé sur le code de la route, et si nous avons eu des phares jaunes en France, c'est parce que l'entreprise Sibier avait utilisé une expertise d'ophtalmologistes qui trouvaient là une occasion de démontrer leur savoir-faire au sein de l'Académie de médecine. Et nous avons eu des phares jaunes, exception dans le monde, par cet accord entre les élites des ponts et chaussées via la Commission centrale automobile, comme quoi il fallait ne pas trop éblouir l'œil du conducteur. Je pense qu'à l'époque, tout le monde était vraiment convaincu du bien fondé de ces thèses. Il a fallu juste 80 ans pour s'apercevoir qu'on pouvait avoir une autre émission de lumière. Et vous voyez que personne, je pense, n'a crié au haro sur le lobbying quand il conduisait et que la voiture au phare jaune était peut-être un petit peu trop présente. Alors, ces causes, c'est ces frontières difficiles, l'entrée de l'État dans l'intervention économique, l'arrivée de l'État-providence, et puis la machine, pour moi, la plus puissante, c'est l'élection et la carrière politique. Lorsque l'élu devient sensible à sa réélection, eh bien, on a un système politique qui se met à vaciller et on n'est plus là dans une approche de la coproduction de la loi, de sa coécriture entre des gens policés et même avec un entre-soi qu'on pourrait discuter, mais on est quand même sur la base d'une réflexion autour de ce qu'il convient de faire dans une vision prospective
Là, avec l'élection, le système vacille. On est entraîné dans des scènes électorales où ce que vous avez décrit de ce qu'on appelle très classiquement sous la Troisième République le chantage électoral. La première loi qui porte sur la pression électorale est une loi d'avant la Première Guerre mondiale et elle essaye de faire en sorte que les candidats ne soient pas l'objet de pression indue pendant les campagnes. Cette loi n'a pas entraîné énormément d'effets, mais tous ces rappels, c'est bien pour vous montrer à quel point on a eu des périodes de débat dans notre vie politique, on a cru trouver des solutions et nous avons à nouveau des transformations. Alors maintenant, pour revenir dans le contexte dans lequel on est, qu'est-ce qu'il y a de nouveau puisque le phénomène du pantouflage n'est pas récent, le phénomène de la carrière politique et de la difficulté de se faire élire ne sont pas récents. Alors, première nouveauté, on a la création d'un marché du conseil. Là, on est vraiment à partir des années 1990. Le système politique français, je ne fais pas référence à Bruxelles, hein, le système politique français a généré un marché du conseil sans que Bruxelles ait dicté quoi que ce soit. C'est vraiment la création par le mécanisme des alternances et la nécessité de se reconvertir de la part de toutes les équipes des battus que le marché du conseil s'est structuré. Et là, de l'aléa électoral de départ, on débouche sur une autre scène politique que tout le monde a trouvé très utile, c'est les alternances. Mais les alternances, c'est du chômage. Et du chômage, quand on veut continuer à être actif politiquement avec sa carrière et sa volonté d'y revenir, c'est la création de ce marché du conseil, au départ très très balbutiant, tout petit. Hein. Et aujourd'hui, dans l'ouvrage donc le lobbying électoral, j'ai suivi 155 cabinets conseils pendant 10 ans pour savoir quelle était leur activité, leur budget, leur masse salariale, etc. Deuxième élément dans ce contexte, après ce marché, c'est l'apparition aussi d'un acteur qui devient un acteur de ce qu'on appelle le lobbying à partir des années 2000 à peu près en France, ce sont les entreprises. Acteurs, là, complètement introuvables. Martin Pigeon a signalé le rôle des fédérations professionnelles. Les fédérations professionnelles, les orgapro, dans le vocabulaire classique, sont présentes depuis le début de la République comme coproducteurs de la loi et personne n'a douté qu'elles s'inscrivaient dans la représentation des intérêts pour venir offrir aux politiques des représentations contrastées, différentes de ce que les politiques offrent dans leur programme. Mais avec l'émergence des entreprises en solo, on a un jeu qui est un jeu de essayer de ne plus parler au nom d'un secteur. On n'a pas de montée en généralité. On a perdu la dimension statistique, par exemple, qui était une dimension conférée par les pouvoirs publics français. Faites-nous les statistiques pour qu'on puisse planifier, et c'est les organisations professionnelles qui faisaient remonter. Avec les entreprises en solo, on a Peugeot, Bouygues, Danone, etc., qui arrivent et qui énoncent un moi-je qui est aussi étrange que le moi-je du citoyen qui ne pourrait pas universaliser sur le mode de justement comment est-ce qu'on en arrive à l'intérêt général. Troisième différence, on a avec le mot lobbying une conversion de tout le système politique à une vision néolibérale de la vie politique. Et je suis tout à fait en accord avec ce que François Ruffin a déclaré dans Libération cette semaine. Avec le mot lobbying, on a le mauvais diagnostic. Et là, je suis vraiment prêt à discuter, à ne pas fléchir devant vous, ne pas utiliser systématiquement le lobbying pour réduire la bataille aux mauvais joueurs, arrêter de caricaturer. Je me bats avec les journalistes pour qu'ils fassent un travail, pour ne pas gober, je dirais, la mer et les poissons, même si la métaphore va choquer quelqu'un, parce que le mot lobbying est vraiment un très très mauvais outil conceptuel pour décrire ce qui se passe. Vous l'avez signalé, il n'y a pas les entreprises, il y a une inégalité de traitement. Quand on rentre dans les problématiques de les riches, les pauvres, c'est plus complexe parce que des travaux montrent aux États-Unis que ceux qui dépensent le plus ne réussissent pas non plus systématiquement. Donc ça n'est pas l'argent qui fait le succès auprès des pouvoirs publics, ce sont des phénomènes de beaucoup plus grande profondeur, de connivence, de formation sociale partagée, de passage par des écoles et après ça d'entre-soi en effet dans la vie politique. Dans ce contexte, donc, vous l'avez compris, il y a du nouveau dans notre système républicain qui vient rejouer la scène de la difficulté de trouver une place, vous avez insisté sur la place de la science, mais je dirais de trouver une place pour la représentation des intérêts et, dernière nouveauté, ce qu'on appelle causes communes, ou les groupes d'intérêt public, c'est-à-dire ces acteurs qui émergent dans les années 70 et qui se mettent à défendre ce que l'on ne défendait que très peu,
enfin, dans la plus longue durée, à part la défense de la cause animale, il y a très peu de causes, à part toutes celles qui se structurent dans les années 70, environnementales bien sûr, enfance également, et puis droits de l'homme. Ça, c'est la dernière grande transformation du système politique, et je pense que vous avez tous et toutes compris à quel point cette place est difficile à stabiliser dans des lois qui sont devenues des lois fourre-tout, où on n'a plus le moment séquence où on débat du transport, il y a le moment séquence où on débat du transport, de la construction des routes, des batraciens qui les traversent, etc. Et où on a une fabrique de la loi qui vient complexifier énormément l'arène dans laquelle chacun doit trouver sa place. Alors vous l'avez compris, les causes politiques sont profondes. Je voudrais terminer, pour ne pas faire trop long, sur, dans ce contexte, ce qui paraît pouvoir sauver le navire et qui me paraît largement encore discutable. Qu'est-ce qu'on a comme élément pour sauver le navire et qu'est-ce que des chercheurs comme moi peuvent apporter comme élément de discussion? Premier élément, dans l'enquête présidentielle, on a trouvé, vous parliez de dynamisme de la société civile, ça a été pour nous vraiment une découverte qui nous a rassurés sur l'état de la société politique française. Plus de 1500 organisations se sont adressées aux candidats, ont transmis plus de 7000 demandes, ont fait preuve d'une hyper-croyance dans ce moment de la vie politique, et 30% de ces demandes concernaient les questions de santé. Et là où on s'est désenchanté, c'est que le taux de réponse des QG de campagne, quel qu'il soit, est en moyenne de 30%. Sur les questions de santé, on est à moins de 5%. Ce qui fait que ce qui est à débattre, c'est vraiment la cause politique du dysfonctionnement, c'est la cécité, la censure, l'inaudible, sur des causes premières. Je pense que la santé, nous sommes tous d'accord, et 1500 organisations, vous voyez quand même 30% avec une énorme focale du mouvement associatif. Qu'est-ce qui est en jeu dans un QG de campagne pour qu'on ne réponde pas? Ce qui est en jeu, c'est vous représentez combien d'électeurs, vous êtes historiquement présent depuis quand, et dans la presse on en parle. Quand vous avez ces trois filtres, et on les a observés dans les QG de campagne, celles et ceux d'entre vous qui ont fait partie d'équipes de campagne, ça fonctionne très vite, la fenêtre est très très peu ouverte dans le temps, il faut traiter un volume d'informations énorme, et quand on passe ces trois filtres du nombre d'électeurs, de la légitimité historique et de la notoriété médiatique, eh bien on en écrème 70%. Ceux qui ont 100% de réponse, ce sont les associations d'élus, qui bizarrement ne font pas partie de la loi Sapin II. Et là, on voit un système politique qui est parfaitement en écoute avec ses propres pairs et parfaitement en cécité avec les autres. Alors tout ceci pour vous dire et pour conclure sur le fait que le lobbying, quand on l'utilise comme un champ de bataille, et j'en ai suivi 717 des lobbyistes pendant 10 ans, l'art de leur combat, c'est de perdre. C'est une façon de corriger complètement, je pense, l'angle qui consiste à considérer qu'il y en a qui gagnent systématiquement. Parce que sur nos 1500, 6% ont réussi à faire quelque chose aux candidats. 6% de 1500. Quels sont ces 6%? Ce sont ceux qui sont des habitués de la vie politique, qui ont des équipes qui sont des équipes qui circulent dans le champ politique, et qui n'ont mis pas des moyens colossaux, mais qui savent parfaitement respecter les règles du jeu et utiliser la langue politique. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut faire? En finir avec je dirais la solution miracle qui est de croire qu'un registre va réglementer tout ça. Premièrement, et se mettre à réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut inventer comme dispositif autre. Et le dispositif, je pense que c'est peut-être dans l'incitation auprès des élus à utiliser des moyens à leur disposition, déjà pour se former. En tant qu'universitaire, je suis quand même extraordinairement surpris de ce qu'est le marché de la formation des élus et de son non-respect, voire de la possibilité de financer son parti en créant des organisations cache-sexe pour se former, et d'articuler des réglementations. Si on fait le bilan, en France, on a aujourd'hui une réglementation, une loi Sapin, qui sera certainement, je pense, expliquée plus tard, qui est toute seule dans son coin. Dans les dispositifs autres, dans d'autres pays, cette loi est articulée avec les lois sur la publication des données par les institutions. Vous avez signalé à quel point les données publiques sont difficiles d'accès.
lorsqu'on a une loi sur l'obligation de publication, on a en même temps une obligation de déclaration des intérêts de ceux qui participent à la coécriture. On a également des textes qui obligent à entendre systématiquement même ceux qui ne sont pas enregistrés parce que ce sont des intermittents du spectacle politique. Ceux qui sont, empêtrés dans la machine parce que ça concerne leur activité, mais qui ne sont pas avec un staff de lobbyistes habituels, qui ne peuvent pas payer un cabinet conseil, et il a l'obligation de les entendre. Il y a également des règles de financement de la vie politique, puisque j'ai mis sur la longue durée la responsabilité sur l'élection pluraliste qui fait faire carrière. Quand on en finira avec ce financement de la vie politique où on l'interdit aux personnes morales alors qu'on sait qu'il y a des façons de financer les campagnes sans passer par les comptes de campagne qui permet à des organisations professionnelles et d'autres acteurs de faire du donnant-donnant, on aura peut-être ouvert sur le don et le contre-don dans la vie politique. Et enfin, la loi qui, moi, me surprend la plus, qui est totalement absente, c'est la loi sur les entourages politiques. J'ai ici, il y a maintenant 15 ans, fait le premier colloque sur les assistants parlementaires, à l'époque où ici on refusait de publier leur liste et de leur conférer un statut officiel. Nous sommes au cœur de la circulation des élites, là où elle commence, c'est quand l'assistant parlementaire soit à un mi-temps et travaille pour d'autres personnes, soit en période de vache maigre, perd son emploi et trouve un emploi immédiatement dans une ONG ou une association qui va le recruter pour pouvoir faire le travail d'intermédiation, de représentation des intérêts. Tant qu'on n'aura pas articulé ensemble tous ces maillons, je pense qu'on continuera à entretenir une mythologie et à faire une très très mauvaise pédagogie pour les citoyens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Guillaume Courty. Je me disais que vous nous alertiez sur le fait que la loi n'est pas l'Immaculée Conception et que dans cette table ronde, on a en tout cas deux avocats identifiés, Jérôme Karsanti et Sébastien Mabille. Donc j'imagine qu'ils pourraient agir à ce genre de choses, puisque vous avez fait d'ailleurs du fait que la loi n'est pas l'Immaculée Conception un de vos combats. Jérôme Karsanti, je vous passe la parole. Merci. Oui, merci de me donner la parole. Je suis effectivement avocat et engagé depuis maintenant 10 ans dans le combat anti-corruption, notamment aux côtés de l'association Anticorps. Je n'ai pas d'expertise spécifique en matière de lobby, mais je me suis prêté au jeu de cette table ronde et j'ai essayé de réfléchir un tout petit peu à ce qu'on pouvait tirer comme faille, en tout cas, des textes existants. Je voulais commencer par 2 petites références, même si ce n'est pas un colloque, mais juste un texte du XVIIe siècle de Locke dans son traité du gouvernement civil de 1690 qui nous dit quelque chose d'intéressant. La liberté de l'homme en société consiste à ne relever d'aucun autre pouvoir législatif que celui qui a été établi dans la République d'un commun accord. Je crois que cette vérité-là, elle est aujourd'hui une espérance. Et puis un texte du XVIIIe siècle d'Adam Smith qui nous explique que l'intérêt général est la somme des intérêts particuliers. Et là, je crois que nous serons tous d'accord pour dire que ça n'est pas possible, que l'intérêt général va bien au-delà. Et c'est bien autre chose que de la somme des intérêts particuliers. Alors on a une série de lois depuis quelques années. On peut dire qu'il y a 3 lois importantes qui ont traité, je dis succinctement, de la probité. La loi du 11 octobre 2013, la loi Sapin 2 et puis une loi transparence de 2017. Ce qui est intéressant dans cette première loi du 11 octobre 2013, c'est que c'est la première qui définit le conflit d'intérêts. Elle définit le conflit d'intérêts de cette manière. Toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction. Ce qui est quand même symptomatique de cette loi, c'est qu'elle nous explique ce que c'est qu'un conflit d'intérêts. Elle nous explique que l'objectif, c'est de prévenir ou de faire cesser le conflit d'intérêts, mais qu'à aucun moment, elle n'interdit le conflit d'intérêts. Et que le conflit d'intérêts n'est pas posé comme une interdiction précise, mais simplement comme un objectif éventuel à atteindre.
Alors, je sais que j'ai 5 minutes, donc je vais aborder en réalité 3 sujets. D'abord, une faille qui est une faille positive, qu'on peut utiliser, là je m'adresse aux députés, qui est la distinction très floue qui existe en France dans les textes entre le lobbying et le trafic d'influence, qui permettrait davantage l'usage de l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire la possibilité de saisir le ministère public lorsque du lobbying on a glissé vers le trafic d'influence, et je m'en expliquerai. Et puis, 2 autres points qui sont en réalité des textes qui ont été des progrès, mais qui démontrent en creux tout ce qu'il reste possiblement à faire, à savoir les règles relatives au pantouflage que vous avez évoquées, qui sont bien insuffisantes, et enfin un système d'encadrement des lobbies au moyen du registre numérique dont nous avons parlé. Je dirai quelques mots pour montrer à quel point il est là encore insuffisant, même si on peut considérer qu'il s'agit d'un progrès. Alors, rappelons quand même que le lobby, l'origine du mot lobby vient de couloir, et que ça veut dire que ça se fait dans l'ombre, dans ce qui est dans l'antichambre, avant même la décision politique. Et la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 a défini ce qu'on appelle un représentant d'intérêt. Je vous pose cette définition parce que je trouve intéressant de mettre en parallèle ce que c'est qu'un représentant d'intérêt légal et ce que c'est qu'un trafic d'influence. Et donc, la loi Sapin 2 nous dit qu'est-ce que c'est qu'un représentant d'intérêt. C'est une personne publique, privée, etc., morale ou physique, qui a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire, en entrant en communication. Et là, il y a une liste de personnes qui sont énumérées, dont des responsables, bien sûr, publics. Alors, je me suis amusé à mettre en parallèle le trafic d'influence, qui est une définition précise du code pénal, et qui nous explique que l'élément matériel est le suivant. Requiert une sollicitation ou un agrément en vue d'obtenir des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, en échange de l'abus d'influence. Donc, qu'est-ce que c'est que l'abus d'influence? C'est un peu cette notion-là de l'abus d'influence de l'agent, en vue d'obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. C'est dire que là, à mon sens, on a une opportunité dans le cadre du quotidien pour dire, parfois, et la Cour de cassation, je vais y revenir, l'a dit dans un arrêt célèbre du 4 mai 2011, affaire Thalès, où elle a estimé que constitue un trafic d'influence et non du lobbying le fait pour un particulier moyennant rémunération de mettre à disposition d'une société un réseau d'influence ainsi que son carnet d'adresses en vue de faire obtenir un marché public d'armement au moyen notamment de diverses interventions auprès des autorités civiles et militaires. Je crois que c'est ce qui se fait assez fréquemment en réalité. C'est-à-dire que le lobbying aujourd'hui, peut-être les gens qui le vivent sont plus à même que moi de le dire, mais probablement souvent du trafic d'influence, et que si nous généralisions les saisines du parquet sur ce type d'infraction, on pourrait permettre à la loi d'avancer. Moi, je crois quand même pas mal au droit. Exactement. Bon, on aurait pu rappeler l'affaire Elf de Roland Dumas, bon, même s'il il bénéficiait d'une relaxe, mais je pensais également au voyage d'études tout frais payé. J'ai lu ça dans un article de presse où il y a des députés ont fait l'objet d'un voyage en Israël tout frais payé par je ne sais quel lobbyiste. Bon, en vue de quel intérêt et quel avantage? On est dans le trafic d'influence. Je veux dire, et là, peut-être, alors je ne sais pas, c'est un vrai débat pour le coup, j'interroge le parlementaire, est-ce que, au-delà du débat parlementaire, quand finalement on est débordé par la puissance du lobby, est-ce qu'on ne peut pas, à ce moment-là, faire référence tout simplement à la loi et en tant que député, déposer un signalement article 40 qui ne mettra pas nécessairement en cause le député votant, mais au moins l'influenceur, le représentant d'intérêt, qui sera probablement mis en cause. Voilà. Première
Première question que je voulais aborder avec vous. Les règles de pantouflage sont manifestement insuffisantes. Vous savez qu'il y a une commission qui est la commission de déontologie, qui est une commission chargée de donner un avis lorsque un fonctionnaire décide de quitter le service public pour entrer dans la voie privée. Alors, depuis récemment, c'est une saisine obligatoire. Ça, c'est un progrès. Avant, ce n'était pas obligatoire. Maintenant, ça l'est. Mais deux réserves, et ça fait partie également, je pense, des propositions utiles. D'abord, il n'y a aucune sanction attachée à la non-saisine. Si vous ne saisissez pas la commission de déontologie, il n'y a pas de sanction. D'autre part, lorsque la commission émet un avis, certes, le non-respect de cet avis est susceptible d'engendrer des poursuites disciplinaires, mais d'abord, ces avis ne sont pas publiés, donc il n'y a aucune possibilité de contrôle de l'opinion publique, du citoyen, de savoir si oui ou non il y a un respect de ces avis. En tout cas, la publication est optionnelle. De surcroît, la commission ne suit pas les avis. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun contrôle a posteriori des avis qu'elle a émis et qui permettrait de dire si oui ou non telle ou telle décision, tel ou tel avis a pu... Alors, moi, je pose plusieurs questions là. Pardon, oui. Non, mais allez-y. Hein. Non, c'est qu'elle ne marche pas en plus en rétro. C'est ça. Alors, je vais. Et effectivement, elle n'est pas saisie en cas de rétro-pantouflage. Donc, c'est tout à fait. Il y a une première question qui se pose, c'est qu'on a une sorte de séparation sur les questions de pantouflage, puisque la haute autorité pour la transparence de la vie politique est également compétente pour les questions de passage dans la vie privée, mais ça pour les membres du gouvernement, les anciens élus locaux, etc. Donc peut-être il y a une réflexion à mener autour de la fusion possible de ces deux entités. Je sais que ça avait été évoqué indirectement, mais au moyen d'un article qui n'a pas été validé par le Conseil constitutionnel, mais je crois que l'article était assez mal rédigé parce qu'il ne scindait pas, il continue à scinder ces deux institutions. Alors, il faudrait les fusionner. Pourquoi ne pas imaginer? Alors ça c'est plus large d'ailleurs comme question parce qu'on a un DDD aujourd'hui, un défenseur des droits qui a fusionné un certain nombre de compétences, la HALD et d'autres institutions. Pourquoi ne pas imaginer une grande autorité de lutte contre la corruption? Parce qu'on a une agence anticorruption, on a la haute autorité de la transparence de la vie politique, on a la commission de déontologie, on a la commission nationale des comptes de campagne, bref, on a un ensemble d'institutions qui gouvernent un peu à vue sans que véritablement il y ait de cohérence d'ensemble et de vision globale de l'intérêt général. Alors, on pourrait imaginer, s'agissant de la commission de déontologie, d'abord d'imposer un contrôle annuel des avis, de ces avis. Est-ce que, oui ou non, elle ne pourrait pas interroger et vérifier que ces avis ont été suivis? Deuxièmement, la question de ce que vous soulignez, c'est-à-dire la pratique du tourniquet. C'est-à-dire quand le fonctionnaire est passé dans le privé et qu'il revient dans le public. Outre que on voit bien la porosité... pour le coup de l'esprit, c'est comment c'est un peu comme quand on passe du parquet au juge indépendant. C'est comment on fait pour redevenir un juge indépendant quand on a été juste accusateur. Et donc comment on fait pour retrouver l'intérêt général quand on a été uniquement un acteur privé ou quand on est redevenu un acteur privé. C'est toute la question effectivement de la sauvegarde de l'intérêt général, mais d'abord dans ce que c'est que l'intérêt public conscient. Et je pose des questions un peu brutales, mais moi, en tout cas, c'est ma conviction. Peut-être qu'on est là aussi pour partager des convictions. Je pense qu'il faudrait interdire, tout simplement, le départ des fonctionnaires vers le privé. Et que ceux qui partent, ils partent définitivement. Et qu'on ne peut pas jouer à ce tour de... Alors, si on imagine que ça, c'est très compliqué, parce qu'on va tout de suite nous expliquer que... les fonctionnaires qui partent, ce sont les grands corps, en réalité, ces inspecteurs généraux des finances, et que donc on va perdre de la compétence, on va perdre de la qualité. On pourrait imaginer à ce moment-là au moins un contrat de confiance sur une dizaine d'années, et que ceux qui partent, mais alors on leur interdit
tout retour. Pour le coup, je crois que on ne peut pas, moi je ne peux pas imaginer qu'on retrouve l'idée d'un intérêt général lorsque l'on a été conscient d'un intérêt privé. Je finis mon dernier point, sauf si je suis trop long. Si vous êtes très rapide. Alors, je vais être très rapide. Je vais juste aller. Donc, je voulais parler des fichiers sur la prévention, les fichiers numériques sur la prévention des conflits d'intérêts. La loi Sapin II a prévu en son article 25 la création d'un répertoire numérique rendu public par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique. Et donc, ça veut dire que les lobbies doivent indiquer leur domaine d'intervention et les questions qu'ils souhaitent influencer. Il y a des sanctions à ça, puisque en cas de manquement, c'est 1 an de prison et 15 000 € d'amende. On pourrait se dire tout va bien, mais ce que ne prévoit pas en réalité cette loi Sapin II, c'est que il n'y a pas d'obligation d'indiquer les personnes rencontrées, ni citées, ni les buts recherchés par les lobbyistes. Donc on voit bien l'insuffisance, et j'ai listé un certain nombre de choses peut-être qu'il serait utile que la loi apporte. D'abord, contraindre. La loi contraint les lobbyistes à des déclarations, mais elle ne contraint pas les responsables publics à des déclarations. Donc il faudrait qu'il y ait au moins une publication des agendas. Certains le font, mais globalement, il n'y a pas du tout à ce niveau-là d'obligation qui est faite. Les règles déontologiques de l'Assemblée nationale et du Sénat n'ont pas été intégrées dans le répertoire numérique, de sorte qu'en cas de manquement à ces obligations déontologiques, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas d'obligation de traçabilité de savoir qui on a rencontré, sur quel sujet. Il n'y a pas d'obligation pour les parlementaires de mentionner l'origine d'un amendement qu'ils proposent. J'ai indiqué qu'il n'y a pas d'information, de transparence sur les informations communiquées par les lobbies au pouvoir public. Par exemple, la mise en ligne des documents transmis qui pourrait être une information. Et il n'y a pas d'examen contradictoire et de confrontation des experts. Alors, j'en aurais quasiment terminé en vous disant que Transparency International, qui n'est pas présent ici, j'imagine que c'est souhaité et voulu, mais non, d'accord. Ils ont été invités. Ils n'étaient pas disponibles. Ils n'étaient pas disponibles. Bon, parce que Transparency International nous dit, et c'est pour ça que je les cite, parce que Anticor va être représenté tout à l'heure, dit 3 grands principes qu'il faudrait respecter. Garantir les infos échangées, que les infos échangées sont fiables et vérifiables. Garantir l'équité d'accès aux décideurs publics entre les petits et les gros représentants d'intérêt. Garantir la transparence et la traçabilité de la décision publique. Et je m'interroge, moi, en réalité, sur ce credo contemporain qui est celui de la transparence. Parce que la transparence n'est-elle pas d'abord un acte de complicité, ça c'est brutal, mais au moins un acte qui permet de se donner bonne conscience, parce que le sujet n'est pas la transparence, mais le contrôle, et c'est cela dont on manque. Voilà. Bien, on est passé de la transparence au contrôle-sanction. Attention, hein, soyez bien dans la ligne. Martin Pigeon, donc ce serait bien que vous nous expliquiez ce que vous faites aussi dans votre observatoire européen, et peut-être que vous nous disiez comment, au fond, ce que vient de dire Jérôme Carsanti sur un panorama français se transpose ou pas au niveau européen. Est-ce qu'il y a au fond, est-ce qu'il y a du mieux au niveau européen par rapport à ce qui se passe en France, puisque, en tout cas, la question, j'ai bien compris ce que disait Guillaume Courty sur le fait qu'il ne faut pas parler lobby, mais au fond parler plus d'un système, et au fond, des acteurs défendent leur intérêt, ou certains acteurs publics ont oublié quel était l'intérêt général. Mais est-ce qu'on peut justement transposer des choses, ou en tout cas voir des correspondances entre France et Europe? C'est un point qui est important. Moi, je travaille non, pas seulement, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez, bien sûr, mais bon, moi, je travaille beaucoup à Bruxelles, mais plus avec des écologistes, et je trouve que c'est un système assez différent, assez radicalement différent quand même du système français, et par certains aspects plus encourageants, et par d'autres plus effrayants, parce qu'en tout cas, les groupes d'intérêt y ont pignon sur rue, et d'une certaine manière, on nous explique que c'est ça la démocratie. Donc, si vous pouvez nous dire un peu. Merci. Je vais essayer d'être un petit peu court. Effectivement, l'Union européenne,
on peut pas transposer directement, parce que d'abord la notion d'intérêt général en elle-même n'est pas quelque chose qui a tellement cours et qui n'est pas forcément reconnu par les traités eux-mêmes d'ailleurs. L'Union européenne n'est pas un État, c'est une construction sui generis, enfin c'est un truc qui ressemble à rien d'autre, mais c'est une structure qui aujourd'hui reste une structure spécialisée sur certaines compétences, sur le commerce, sur le marché intérieur, sur la concurrence, de plus en plus sur l'environnement, mais pas sur la fiscalité, pas sur la taxation, pas sur ou très peu sur le social, pour des raisons à la fois juridiques et politiques. Donc c'est un premier problème. Et ça a des effets très forts en termes de reconnaissance des carrières, en termes de la façon dont les institutions elles-mêmes pensent. Les carrières les plus prestigieuses sont dans la concurrence, le marché intérieur, et les losers, on les envoie à l'environnement et à la pêche. Pardon, Claire. Donc, mais ça c'est important parce que ça renseigne aussi sur comment est-ce que les gens se profilent dans la façon dont ils construisent leur carrière. Ensuite, il n'y a pas encore, si on est optimiste, de peuple européen. Il n'y a pas d'espace public européen. On pourrait dire qu'il y a un embryon de ça avec la Grèce, par exemple, où là on a eu un débat européen à l'échelle européenne. Mais regardez les élections européennes qui arrivent, qui sont un enjeu absolument essentiel pour l'avenir du continent. La façon dont les politiques nationaux français se profilent, en tout cas pour certains, on est dans le référendum anti-Macron ici, les progressistes contre... Enfin bon, je vais pas trop parler de ça parce que c'est pas le même sujet, mais on est dans une zone grise comme ça. Sur la question des lobbyistes maintenant, et je rejoins ce que disait M. Courty sur le fait que ce genre de mot fourre-tout est très finalement problématique parce qu'il recouvre aussi bien qu'il décrit. Donc aujourd'hui, et là, on estime qu'il y a entre 25 et 30 000 lobbyistes professionnels permanents, c'est-à-dire à peu près le même nombre de fonctionnaires que la Commission européenne, c'est-à-dire à peu près les 2/3 du nombre total d'employés de la mairie de Paris. Pour une administration qui a le monopole de l'initiative législative quand même sur à peu près 70 à 80% de la législation économique et financière, 65%, 70% sur la législation environnementale, donc c'est ridicule. Et on a une administration qui est un rêve de lobbyiste parce qu'elle est très puissante dans ses pouvoirs et elle est ridiculement faible dans ses moyens. Donc ça en fait quelque chose qui est facile à influencer. Parmi ces lobbyistes-là, on estime qu'à peu près, c'est vraiment du pifomètre, hein, je suis désolé pour les estimations, mais parce on manque de données fiables là-dessus. Nous estimons qu'à peu près 70% représentent des intérêts commerciaux, 20% représentent des intérêts publics, État, région, ville, et 10% représentent, disons, la société civile organisée, donc c'est ONG comme la mienne ou syndicats. Sachant que selon les dossiers, vous n'allez pas du tout avoir la même organisation du rapport de force. Vous aurez remarqué que j'ai inclus les diplomates là-dedans, par exemple. Pourquoi ? Parce que sur certains sujets, comme par exemple l'union bancaire, les diplomates français, anglais et allemands faisaient du lobbying auprès des eurodéputés pour le compte de leur industrie bancaire nationale. Donc finalement, par rapport à cette question du lobbying, on a finalement la question du périmètre. S'il fallait différencier ceux qui travaillent pour l'intérêt général, qui est une notion à laquelle je crois et que je défends au niveau européen, et par rapport à un niveau privé, on pourrait éventuellement segmenter entre ceux qui se battent pour un intérêt sectoriel et ceux qui se battent au nom d'une vision politique. Bon, c'est une décision, c'est quelque chose d'assez large. D'un point de vue historique, rapidement, ce qui est très important de comprendre aussi, c'est que la plupart des lobbies historiques à Bruxelles ont été créés à la demande de la Commission et souvent financés par elle, parce qu'elle en avait besoin. Parce qu'elle avait besoin d'avoir accès à des informations que les administrations nationales, bien souvent, lui refusaient, parce qu'elle ne voulait pas transmettre des informations à cette administration qui se constituait au-dessus d'elle. Avec une séquence, les premiers arrivés étaient les fédérations professionnelles. Les syndicats sont arrivés un peu plus tard, fin des années 60, début 70, les ONG plutôt années 90 et 2000. Il faut segmenter entre les différents acteurs. Il y a les entreprises, il y a les associations professionnelles. Donc après, il y a les associations dites transversales, comme au niveau européen, on aura Business Europe, mais qui est le MEDEF au niveau français. La FEP en France, on en a un équivalent aussi sur, par exemple, la table ronde européenne des industriels ou la table ronde européenne des services, qui sont des choses qui sont très très transversales et très puissantes d'ailleurs d'un point de vue politique. Elles sont faites pour ça. Elles regroupent les PDG qui parlent en leur nom propre et collectivement et qui vont, par exemple, adresser des recommandations aux chefs d'État et de gouvernement avant les conseils. Donc on est dans le niveau le plus élevé de la hiérarchie politique ici.
Et enfin, un dernier groupe d'acteurs qui est très important de mentionner, enfin deux groupes qui sont importants à mentionner ici, les consultants, dont il a été question avant, et les think tanks, qui sont plutôt dans la fourniture d'expertise, dans l'animation de quelque chose qui pourrait ressembler à un débat public, mais qui en réalité est une autre forme de relation publique. Il faut différencier entre le lobbying technique, ce que François appelait la sous-couche, et le lobbying politique. C'est pas la même stratégie, c'est pas les mêmes enjeux. En général, les ONG sont plutôt dans le lobbying politique parce qu'elles découvrent, au niveau européen en tout cas, les problèmes trop tard. Et c'est utilisé du coup, d'ailleurs, par les entreprises pour décrédibiliser le politique lui-même. L'argument utilisé par Monsanto pour refuser d'assister à l'audition sur les Monsanto Papers que le Parlement européen organisait, c'était très stupide de leur part d'ailleurs, c'était de dire nous déplorons la politisation de ce dossier qui devait être basé sur la science. Résultat, les lobbyistes de Monsanto se sont fait exclure du Parlement européen pour une durée qui n'a pas été spécifiée, ce qui est un problème d'ailleurs. Bon, voilà, on reviendra là-dessus peut-être. S'il fallait résumer à la hache, l'enjeu du lobbying, c'est de construire de la crédibilité. Et donc on peut faire ça par plein de façons différentes, mais l'idée c'est quand même d'essayer de faire passer le même message par un maximum de canaux différents, ce qui vous explique la constitution de fausses ONG par exemple, ou de faux groupes d'agriculteurs comme il a été mentionné récemment, mais dont l'objet était quand même d'informer et de mobiliser des vrais agriculteurs qui d'ailleurs se sont exprimés dans la presse depuis en disant nous ne sommes pas des fantômes, Greenpeace raconte n'importe quoi, et donc la question là-dedans c'est de savoir si Red Flag en sous-main à organiser la mobilisation de ces gens-là, ce qui, pour le coup, est illégal. Donc bon, ou en tout cas non déclaré. Et au titre du registre, qui quand même sert à quelque chose, passible de sanctions. Un autre enjeu qui est important à comprendre aussi, on en a déjà parlé, c'est que les représentants d'intérêt, les lobbies, travaillent dans le temps long. Dans le temps long et dans le temps très long. Et ça se reflète d'ailleurs dans les capacités. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, sur beaucoup de sujets, les meilleurs connaisseurs de certains dossiers politiques ne sont pas dans l'administration, ils sont dans les lobbies. Et ça, c'est très important. Et ça pose aussi d'ailleurs la question des attractivités respectives des carrières publiques et privées. Le lobbying est une relation. Les lobbyistes ne seraient jamais influents s'ils n'étaient pas nécessaires, s'ils n'étaient pas prestigieux, s'ils n'étaient pas crédibles. Un aspect qu'on souligne insuffisamment et qui pourtant est essentiel, c'est qu'une bonne partie du travail des entreprises, et c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps très très long, ça, c'est un travail de fond, un travail de sape contre la capacité publique et sa légitimité même. Alors ça s'articule par plusieurs façons. D'abord, il y a l'imposition de cadres visant à systématiquement encadrer et entraver la production démocratique du droit, soit en créant de nouvelles sources de droits non démocratiques au niveau international. C'est ce que Karine mentionnait sur la question des mécanismes de coopération réglementaire qui sont créés aujourd'hui, enfin qui sont formalisés parce qu'ils existent déjà, mais qui sont formalisés par les accords commerciaux aujourd'hui. Ça, c'est très important. C'est du soft law, mais ça a des effets très forts. On peut aussi parler de ce dont parlait François, par exemple, les normes de toxicologie réglementaire qui s'imposent, en fait, aux agences. Dans qu'est-ce qui est une agence, qu'est-ce qui est une étude scientifique reconnaissable ou pas. Alors ça, on est dans... Il y a un chercheur français qui a très bien travaillé là-dessus, qui s'appelle David Demortin, et ça, c'est vraiment très important. Et là, on est au niveau de l'OCDE. On est dans des processus experts, opaques. Moi, ça fait 10 ans que je rêve de travailler là-dessus. L'accès à l'information est quasiment impossible. Ça, c'est une possibilité, passer par le droit international, ou alors il y a des cadres transversaux qui s'imposent, comme par exemple le cadre mieux légiféré en Europe aujourd'hui, qui impose la constitution, les études d'impact pour toute nouvelle réglementation. Alors une étude d'impact en soi, on se dit bah oui, c'est de bon sens, on veut savoir quel va être l'impact d'une nouvelle réglementation. Le problème, c'est comment est-ce qu'on mesure ça ? Si on mesure l'impact économique, social et environnemental, ce qui a priori sur le papier est le cas, le problème c'est que l'impact économique c'est assez facile à mesurer. Vous allez avoir des entreprises qui vont vous dire, ben voilà, moi je vais perdre tant de chiffres d'affaires. L'impact sur l'emploi c'est plus compliqué à mesurer. L'impact sur l'environnement, ben il y a personne pour venir vous le faire. Et donc, il se trouve que ce programme mieux légiféré a été historiquement amené par un groupe de lobbying qui s'appelle European Risk Forum, le Forum européen du risque, qui était à l'époque et c'est quelque chose qui a été amené par l'industrie du tabac. Pourquoi est-ce que l'industrie du tabac
a amené ça parce qu'à l'époque, on parle du début des années 2000 ici, elle devait lutter contre quelque chose qui était un danger mortel pour elle, enfin un danger très important, qui était la convention cadre que l'OMS a adoptée en 2005 sur la question du tabac et qui interdit les interactions entre les lobbyistes du tabac et les décideurs publics sur sur les politiques. Pourquoi ? Parce que l'industrie du tabac avait amené la preuve qu'elle n'était pas un interlocuteur fiable et de bonne foi sur ces questions-là. Et je reviendrai là-dessus. Oui, désolé, je fais au plus court. Aujourd'hui, on a une offensive en cours du même genre pour imposer au niveau européen un principe d'innovation qui viendrait contrecarrer le principe de précaution. Par le même groupe d'ailleurs, par le European Risk Forum, on est en train de travailler là-dessus. Il y a, toujours dans cette idée de lutter contre la capacité publique, on a des mesures de destruction de la capacité publique. Quand on peut penser par exemple au programme de révision générale des politiques publiques en France, et en Europe par certaines politiques d'austérité. Vous aurez remarqué que les départements qui sont pourtant les plus profitables d'un point de vue microéconomique de l'administration publique, qui sont les départements du ministère des Finances en charge de recouvrer l'impôt, sont systématiquement amoindris ou enfin il me semble que c'est le cas en France, en Belgique en tout cas c'était le cas. Vous aviez la cellule du ministère qui s'occupait de recouvrer l'impôt, notamment de lutter contre la criminalité en col blanc, avait en gros était profitable à 80%, si vous voulez. Si on prenait le département, son effectif a quand même été divisé par 2. C'est une mesure politique. Et puis, il faudrait quand même mentionner la question du rôle des think tanks dans la guerre idéologique pour décrédibiliser le rôle d'intervention de l'État lui-même dans l'économie. Mais ça, c'est un enjeu beaucoup plus large. Voilà. Je voudrais quand même mentionner, avant de passer à la question des conflits d'intérêts dont je voulais quand même parler... Il faut s'arrêter, Martin. Attendez, je viens à peine de commencer. Okay. De combien de temps est-ce que je dispose encore ? Normalement, vous avez terminé. Ah bon ? Vous avez 10 minutes pour conclure. D'accord. Alors... la question des conflits d'intérêts est essentielle parce que l'embauche des internes du système est un rouage essentiel. Et donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites quand vous dites que l'argent ne compte pas. Un ancien du système, ça coûte cher. Je ne connais aucun commissaire eurodéputé qui travaille pour une ONG, j'en connais plein qui travaillent pour l'industrie. La question des conflits d'intérêts, on en a eu un exemple magnifique de mauvais traitement de cette question-là dans la presse aujourd'hui, avec la question de Emmanuelle Wargan, qui était la directrice des relations publiques de Danone et qui vient d'être nommée sous-secrétaire d'État à l'écologie. La malheureuse a été sommée de s'expliquer dans Libération, mais c'était pas elle qu'il fallait interroger, c'était la personne qui l'a nommée. Pourquoi est-ce que vous avez mis cette personne-là à cet endroit-là ? Un conflit d'intérêts, c'est une erreur de recrutement, c'est pas un problème de moralité personnelle ou de corruption, c'est un problème différent. C'est pas la chose la plus surréaliste. La chose la plus surréaliste, c'est que l'interview est donnée en tant que dirigeante des relations publiques de Danone. Relisez cette interview et regardez, vous avez à peu près 7 questions sur 8 où elle s'exprime au nom de Danone et non pas en tant que membre du gouvernement. C'est ça le... Voilà. Dernier point, parce que je ne peux pas conclure sans dire ça. Il y a un enjeu politique totalement essentiel qui est la question de l'expertise. Les ONG n'existeraient pas sans la science indépendante. Donc ça pose la question du caractère politique des politiques de recherche. La plupart des syndicats et des ONG, malheureusement, ne s'intéressent pas à cette question-là parce que c'est trop compliqué, c'est la question des scientifiques. Les universitaires eux-mêmes sont complètement débordés, sont en phase de noyade et sont occupés à défendre leur truc. Et donc ceux qui pourraient éventuellement intervenir là-dessus sont les responsables d'universités qui ne perçoivent pas la dimension politique de ce sujet-là. L'industrie ne fait pas cette erreur-là. Et quand vous avez, dans les politiques de recherche, l'imposition de partenariats publics-privés pour les universités pour avoir le droit d'obtenir des fonds publics de recherche, c'est essentiel, c'est absolument essentiel. On est en train de débattre aujourd'hui en Europe du programme Horizon Europe. On parle de 100 milliards d'euros quand même entre 2021 et 2027. Ça va devenir le 3e budget le plus élevé européen. Il y a 1 personne et demie au niveau des ONG qui travaille là-dessus, qui fait un travail fantastique. En face, ils sont beaucoup plus. Donc je ne suis pas très optimiste. Mais il faut être optimiste. Mais l'optimisme de la raison contre le pessimisme de la volonté, c'est le contraire. Bref. Martin, merci. Merci Delphine. Donc oui, alors ça fera aussi la transition, puisque du coup, je vais parler des causes, mais aussi d'une proposition qu'on porte, puisque je suis avocat, je suis également président de la commission droit et politique environnementale du comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui, comme chacun le sait, est le lobby des rhinocéros noirs et des grands singes. Bien. Donc,
Je vais parler du droit de l'environnement puisque c'est mon métier. Alors peut-être sur les causes, il y a aussi des causes historiques pour comprendre. Le droit de l'environnement s'est construit au début du 19e siècle suite à l'apparition conjuguée de la machine à vapeur et de la chimie qui a fait rentrer les pollutions à l'intérieur des villes, alors qu'avant elles étaient plutôt à l'extérieur en utilisant l'énergie hydraulique qui était la seule disponible. Et à partir de ce moment-là, donc on est fin 18e, début 19e, il y avait une opposition très très forte des populations contre ce qu'on appelait à l'époque ces établissements insalubres qui créaient des odeurs pestilentielles, etc. et qui polluaient, qui contaminaient tous les alentours, avec une réaction des juges, des magistrats qui était le plus souvent radicale en ordonnant l'expulsion ou la fermeture de l'installation. Et finalement, le droit de l'environnement moderne, on le doit à une personne, c'est Napoléon, et à un décret impérial, le décret impérial de 1810 sur les établissements insalubres, qui a dépossédé le juge de son pouvoir de contrôle pour le conférer à l'administration. C'est finalement l'origine de ce droit des installations classées. Et la France a été pionnière puisque ce décret impérial de 1810 est la première loi au monde sur les pollutions industrielles dont le système a été repris. Et finalement, aujourd'hui, c'est l'administration qui contrôle le niveau de pollution. Et ce décret-loi est finalement, ce décret impérial est une loi pour polluer et non pas pour empêcher les pollutions, et qui confère à l'administration le pouvoir d'apprécier quel est le niveau de pollution admissible. Donc c'est ce qui a créé aujourd'hui le régime des installations classées et qui a organisé un dialogue entre les industriels et l'administration dans lequel le juge reste à l'écart. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Alors juste un petit cas pour l'illustrer, un petit cas assez symptomatique, c'est l'affaire Chimirec à Prochim, qui est un grand groupe chimique dans lequel collabore un député, d'ailleurs Thierry Solaire, sans le nommer, qui avait élaboré un procédé de transformation, de dépollution des huiles contaminées au PCB. Vous savez, le PCB, c'est un fléau qui contamine tout notre environnement. Et ils avaient inventé ce procédé en 1998 qui était tellement bien que ta prédécessrice, Nelly Audin, lui avait accordé en 2003 le Grand Prix du Salon Pollutech. Ils avaient eu le Grand Prix remis par le ministre de l'Environnement. Ils étaient très contents, sauf que ça faisait déjà 4 ans que leur procédé ne marchait plus. Et qu'en fait, ça faisait déjà 4 ans au lieu de décontaminer les huiles, ils les mélangeaient pour finalement pas les décontaminer du tout et ensuite les disséminer à travers la France dans leurs différentes installations. Il a fallu attendre 8 ans finalement, malgré les contrôles de l'administration, parce que finalement, l'administration, quand elle contrôle, elle vous envoie un mail au directeur de l'usine, elle vous dit, là on est au mois d'octobre, elle va vous dire, on va vous contrôler le 5 décembre. Donc on prend son temps. Et puis on a la possibilité de dire, ah ben non, le contrôle vendredi, ça m'arrange pas, on peut le décaler au lundi, comme ça on va arrêter l'installation, et puis finalement, le lundi, quand on va faire les contrôles, on va déceler aucun niveau de pollution. Donc voilà, tout cela résulte finalement de cette relation un petit peu difficile, entre l'administration et les entreprises qui à chaque fois vont voir le préfet ou demandent à leur union professionnelle d'aller voir le ministre ou le Premier ministre pour faire un chantage à l'emploi et finalement faire perdurer des situations de non-conformité. On l'a vu avec l'exemple assez criant de l'usine Sanofi de Lac où finalement on avait au bout de cette défaillance du contrôle, des taux de rejet de pollution qui étaient dans des proportions complètement hallucinantes. Voilà, donc l'idée, et c'est ce qu'on défend à l'UICN, c'est de renforcer le pouvoir du juge en matière de contrôle. Pouvoir du juge qui, lui, le chantage à l'emploi, notamment le juge administratif, c'est quelque chose qui marche de moins en moins. On l'a vu récemment avec Val Tolosa à Toulouse, ce centre commercial, où finalement les milliers d'emplois créés ou induits ne justifient pas l'intérêt public majeur du projet. C'est également le cas pour Center Parcs à Robion ou pour une carrière de marbre récemment dans le sud de la France. Donc,
Mais néanmoins, le juge judiciaire, lui, reste finalement à l'écart, et notamment le parquet, les services du parquet, puisqu'on a très peu de poursuites en matière environnementale sur les infractions au droit de l'environnement. On a quand même plus de 70 000 infractions constatées par an. Il y a un taux de poursuite qui est inférieur à 20%, l'essentiel étant classé ou le procureur ayant recours à la transaction pour éviter d'aller à l'audience sur un droit technique et complexe face à des avocats qui, eux, sont hyper spécialisés, tandis que les magistrats du parquet le sont beaucoup moins. Ça, je reviendrai aussi sur les avocats. C'est un petit peu un problème il y a peu d'avocats, on est très peu à travailler, j'allais dire, du côté des ONG. Et la plupart des avocats qui sont très spécialisés en matière de droit de l'environnement, qui sont d'ailleurs très compétents, sont des avocats qui ont une dépendance économique avec tout ce monde industriel. Voilà, qui peut justement biaiser en tout cas la parole qui est donnée dans le cadre de l'expertise. Donc renforcer le rôle du parquet, on voit que certains exemples étrangers ça marche bien. Le Brésil qui va rentrer un petit peu en zone de turbulence à partir du 28 octobre, mais néanmoins qui est le pays de l'OCDE qui consacre la plus forte proportion de son budget à la justice et avec un parquet qui est statutairement totalement indépendant de l'exécutif. Exemple également en Espagne, l'Espagne qui a créé en 2004-2005 un parquet national environnement urbaniste avec un procureur national qui dispose de procureurs délégués dans chacune des provinces, 1700 agents de la Guardia Civile, d'unités de police scientifique et technique, et finalement d'un pouvoir d'action et de contrôle bien plus fort que celui dont on dispose en France. Donc les propositions, c'est renforcer le pouvoir du parquet et conférer à ce parquet spécialisé, parce que pour être compétent dans cette matière technique qui allie droit et science, c'est tout le problème aussi du droit de l'environnement, donc la nécessité d'avoir aussi des assistants spécialisés et pas uniquement des magistrats, lui conférer la défense d'un ordre public environnemental qui aujourd'hui finalement est délégué par l'État aux associations, puisque la plupart des poursuites sont initiées sur la plainte d'associations et quasiment jamais d'investigation ou d'autosaisine du parquet, contrairement au Brésil par exemple, qui est un exemple intéressant, où le milieu associatif est beaucoup plus faible, mais le rôle du parquet beaucoup plus puissant. Donc, défense de l'ordre public environnemental, conférer des compétences l'intervention du parquet dans les matières civiles, notamment le préjudice écologique, les sites et les sols pollués, les constats de non-conformité qui sont dressés par l'administration avec une obligation de les transmettre au parquet, au procureur de la République qui puisse décider ou non de poursuivre, alors qu'aujourd'hui on reste finalement en dehors des radars de la justice dans ce dialogue administration-entreprise ou dans lequel le chantage à l'emploi prime toujours sur la protection de l'environnement et la protection de la santé. Et donc voilà nos propositions, très succinctement exposées, qui rencontrent une forte opposition des parlementaires. On a vu il y a cette semaine le Sénat s'opposer à la création d'un parquet national antiterroriste et être opposé à la spécialisation, à l'ébauche de spécialisation des juridictions qui figure dans le projet de loi sur la programmation justice, mais des parlementaires qui finalement sont jamais très favorables à renforcer le pouvoir d'un parquet, qui serait susceptible aussi de regarder un petit peu dans leurs propres histoires et un petit peu d'essayer de voir les distinctions entre les représentants d'intérêt et le trafic d'influence. On en a parlé. Effectivement, on peut s'interroger pourquoi des parlementaires, quelles sont les contreparties qu'obtiennent les parlementaires pour prendre des positions qui sont aussi contraires à l'intérêt général, à la protection de l'environnement et à celle de la santé. Une opposition des avocats spécialisés également, puisqu'ils sont pour la plupart sous la dépendance économique des grands groupes industriels. Je pense que les rares avocats qui travaillent du côté des ONG ont définitivement tiré un trait sur la maison de campagne en Normandie et l'appartement à Courchevel, mais au moins on peut se regarder dans la glace. Et enfin également, il faut le dire, une opposition
de principes de la gauche qui croient toujours au mythe du juge naturel, le juge qui serait compétent pour tout. Et voilà, alors que de plus en plus, le droit se complexifie et nécessite une spécialisation. J'en terminerai, donc je préciserai également que malgré donc cette campagne de lobbying pour l'UICN, j'ai fait le choix et des rencontres que je peux avoir avec des cabinets à Matignon, à l'Élysée et au ministère de l'écologie, j'ai fait le choix, c'est pas la peine de vérifier sur le registre des représentants d'intérêt, puisque je ne considère, mais comme d'autres du monde des ONG, que nous ne devons pas être assimilés aux représentants d'intérêt privés sur une liste unique. Et j'en terminerai, ça sera le mot de ma conclusion, puisqu'on a évoqué, Claire Nouvian avait évoqué les lobbies des États étrangers, même si ça dépasse le domaine de l'environnement et de la santé. Je suis également l'avocat de l'association SOS Méditerranée qui affrète le navire Aquarius, qui fait face depuis quelques semaines à un lobby de gouvernement italien qui n'a jamais été connu dans toute l'histoire maritime, c'est-à-dire qu'on a un lobby d'un État étranger, enfin une intervention en sous-main qui va proférer des menaces, je dis bien des menaces à tous les gouvernements qui sont prêts à accorder un pavillon, ou en tout cas qui engagent des discussions avec SOS Méditerranée pour lui accorder un pavillon. Et l'Italie menace tout simplement de fermer ses ports à l'ensemble des navires qui battraient le pavillon de cet État. Voilà. Donc c'est bien la raison pour laquelle Panama a retiré son pavillon à l'Aquarius. C'est bien la raison pour laquelle Chypre a refusé, alors qu'au départ ils étaient d'accord, a refusé d'accorder son pavillon à l'Aquarius. Et c'est bien la raison pour laquelle, face à cette menace totalement illégale en matière de droit maritime, un État étranger arrive finalement, alors je dis que on est à la frontière entre la diplomatie et le lobbying, mais on est dans une telle illégalité de la démarche et des menaces de sanctions qui sont proférées que voilà, je considère qu'on se situe plus dans un lobbying d'État à des fins purement politiques et contraires à l'intérêt général, qui est ici celui d'assurer le sauvetage en mer, qui est une mission effectivement d'intérêt général. Voilà, et j'en aurais terminé. Excusez-moi si j'ai été trop long. Merci beaucoup.